Ok? Ok? Ben voilà, on y est. Bon, on va y arriver. J'espère. On est des informaticiens quand même. Un petit carrefour pour le temps. Il dit que mon micro. Tu m'entends? Oui, oui. Est-ce que tu m'entends toi aussi? Nickel. Bon. Ben, t'as bien fait de m'envoyer le lien par Teams parce que je l'ai toujours pas reçu. Ah oui, non, je l'ai reçu à l'instant, tiens. Voilà, voilà. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je reprends ou pas? Non, non, continue, vas-y. De toute façon, tu reviendras sur les écoles par après, tu l'as dit, donc... Ouais, ouais. Bon. En préambule, juste en préambule. Déjà, ben, enchanté pour tout le monde. Et j'ai fait un petite parenthèse sur les écoles. Pourquoi? Parce que c'était pour dire que techniquement, la solution SaaS que l'on propose commercialement depuis quelques semaines, elle existe techniquement depuis plus d'1 an, puisqu'on l'a proposée déjà auprès des écoles d'ingénieurs, des lycées, etc. Et c'est vrai que ça a permis de lever un frein, le frein de la clé, parce que les étudiants avaient du mal, évidemment, à travailler de l'extérieur, s'ils n'avaient pas de VPN pour accéder à leur lycée. Donc, c'était quand même une solution. Et ben, pendant plus d'1 an, cette solution a fonctionné. Depuis le début de l'année, on la propose au cas par cas quand on a des contacts avec des sociétés, et notamment parce qu'il y a des personnes qui avaient un Mac, par exemple, ou des personnes qui étaient embêtées avec l'accès à distance. Donc, quand des personnes avaient des contraintes liées à la clé, juste au gré des contacts, on proposait déjà cette solution SaaS. Voilà, ça c'était juste le préambule. Alors, SaaS, ce que je disais tout à l'heure, quand nous parlons de solution SaaS, et je pense que vous l'avez tous compris, mais je préfère le redire, habituellement, quand on parle de solution SaaS, en dehors de PCSoft, c'est parce qu'on utilise un logiciel depuis un navigateur, très souvent. Donc, beaucoup nous ont posé la question, mais alors, il va falloir que je sois connecté en permanence, que j'utilise WinDev, WebDev, WinDev Mobile depuis un navigateur. Là, la réponse est non. Il n'y a rien qui change dans vos habitudes de développement. Rien ne change. Si aujourd'hui vous utilisez WinDev installé sur un PC, eh bien, vous allez continuer à travailler localement avec votre WinDev. Alors, quand je dis WinDev, WinDev, WebDev, WinDev Mobile, c'est pareil. Si vous travaillez jusqu'à présent avec un WinDev sur un serveur, ça sera exactement le même principe. Donc, rien ne change. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? C'est juste un point qui est essentiel, c'est que quand on lance WinDev, ou WebDev, ou WinDev Mobile, au lieu d'aller vérifier la présence d'une clé sur le PC, eh bien, on va la vérifier dans le cloud, tout simplement. Thierry, je ne sais pas si vous parlez, mais je ne vous entends pas. Hein. Non, Thierry n'entend pas, en fait, il n'a pas de son. Il a un problème de son, donc il va revoir sa connexion parce qu'il a un problème de son. C'est chez lui. On continue. Okay. Je continue. Donc, oui, quand vous allez lancer WinDev, au lieu d'aller vérifier la présence de la clé localement ou sur un serveur, eh bien, tout simplement, on va s'authentifier dans le cloud, tout simplement. OK? Alors, quand je dis qu'on va s'authentifier dans le cloud, ça veut dire que vous allez rentrer une adresse mail et un password, et on va vous authentifier. Mais une fois que l'authentification est faite, il n'y a plus c'est pas une connexion permanente, d'accord? Ça veut dire que vous êtes authentifié, c'est bon, et puis vous continuez à travailler comme vous travaillez jusqu'à présent avec WinDev ou WebDev ou WinDev Mobile, ok? Vous pouvez même travailler en offline. Ça, c'est pourquoi on a proposé ça, c'est que évidemment, si vous êtes dans un train, si vous prenez l'avion, si vous êtes dans une zone un peu moins bien couverte par Internet, et si vous le savez à l'avance, c'est encore mieux parce que du coup, vous vous dites, tiens, je vais passer le week-end, je vais quand même travailler dans un endroit, mais je sais que ça passe pas bien, Internet, vous vous connectez avant, pendant 3-4 jours, vous avez la possibilité d'être en offline. Ok? Donc, voilà, la grosse différence par rapport à avant, c'est qu'au lieu d'avoir une clé obligatoire, une clé physique, eh bien, vous avez une authentification dans le cloud, et ensuite, vous travaillez comme aujourd'hui. Je réponds à une question aussi des fois. Alors, je fais des questions-réponses pour l'instant, puis après, je repartirai sur le document que Stéphane m'avait transmis. Mais souvent, on me dit, mais est-ce que, du coup, au niveau du GDS, je suis obligé d'utiliser le GDS de PCSoft, GDS Drive, votre cloud? Non, si aujourd'hui, vous avez votre propre GDS local sur un serveur ou dans une infra, peu importe, vous restez
comme aujourd'hui, il n'y a rien qui change. J'insiste sur ce point, au niveau du développement, rien ne change dans l'architecture de développement. Maintenant, qu'est-ce que ça propose? Si rien ne change, bon, ben, pourquoi on a fait ça? C'est que ben, ça lève des contraintes. Ben, la première, c'est que ceux qui voulaient travailler à distance, c'était compliqué aujourd'hui. Vous le savez, la clé n'est pas reconnue par Windows dans le bureau à distance. Donc, pour travailler avec une clé aujourd'hui, ben, il fallait travailler avec TeamViewer ou des outils de ce type pour prendre le contrôle de la machine. Entre nous, bon, ok, ça marche, mais c'est pas top, hein, c'est pas confortable. Donc, ben, évidemment, comme là il n'y a plus de clé, ben, je peux travailler comme je veux, j'ai pas besoin d'utiliser TeamViewer par exemple. Autre contrainte qui a été levée, je parlais tout à l'heure du Mac. Certains, peut-être d'entre vous, ont des Macs. Et vous le savez sans doute, depuis les Mac dernière génération, M1, M2, M3, qui ont des processeurs de type ARM, eh bien, la clé n'était pas supportée. Alors, on avait trouvé des solutions, un peu du bricolage, que certains avaient fourni même sur des forums. Certains étaient contents parce que ça marchait, d'autres me disaient toujours, bah, ça se déconnecte, ça marche pas. Bon, enfin bref, c'était pas une solution viable, tout simplement parce que le pilote qui est fourni par Thales n'était pas compatible avec ARM, d'accord? Donc il y avait une solution, mais qui était un peu bancale, qui avait été proposée, mais qui n'était pas validée par PCSoft, mais certains l'utilisaient. Bon, donc aujourd'hui, avec la solution SaaS, évidemment, ceux qui ont un Mac, et ça je peux le comprendre parce que on peut aimer le confort du Mac, et puis surtout, si vous avez des applications mobiles à mettre en place, l'avantage c'est que du coup, vous avez un Mac, vous développez sous Windows avec Parallels, et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir compiler et générer de l'Objective-C, d'accord, et surtout utiliser Xcode. Bref, ça c'était une parenthèse pour le Mac. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des contraintes qui ont été levées, donc le bureau à distance, la clé qui n'est plus obligatoire, et c'est quand même pas la moindre des contraintes, et puis le Mac. Si je reste sur la clé, bon, certains utilisent nos produits depuis longtemps quand même, ici dans l'Assemblée, d'autres plus récemment, mais ça fait moi, vous le savez peut-être, depuis le début de l'aventure de PCSoft, je suis chez PCSoft. J'ai entendu depuis toujours, mais c'est quoi cette clé? Certains ont peut-être connu, même dans le passé, une solution que l'on proposait avec une clé parallèle, hein, sur la sortie imprimante, ok? Donc après, on a eu les clés USB. Attendez, je fais juste une petite parenthèse. Je fais sortir un chien. Qui a eu Google sur port parallèle? Mais on va je dois en avoir un qui traite quelque part. Donnez-moi 7 minutes autour de la table pour que le Google parallèle. Ok. Donc voilà, vous me connaissez depuis longtemps, mais depuis longtemps, on aime ou on n'aime pas, mais on avait une clé et combien de fois j'ai entendu, mais c'est quoi cette clé, ça ne se fait plus, etc. Bref, donc aujourd'hui, et puis vous avez peut-être été confronté à cette fameuse problématique, qui est même parfois un peu dramatique. Vous arrivez chez un client, vous avez oublié la clé chez vous, au bureau, enfin peu importe, et bon, du coup, comment vous faites, quoi? Alors, soit vous faites encore un aller-retour, soit vous essayez de trouver une solution autour de vous, quoi. Donc la clé, évidemment, quand vous la perdez, c'est un problème. Quand elle s'abîmait, alors on peut la remplacer gratuitement, mais si vous la perdez, vous savez qu'il fallait passer par l'acquisition d'une nouvelle licence, moyennant en général des tarifs un peu plus avantageux parce qu'on tenait compte de l'incident et du préjudice. Mais bon, je me mets à votre place, nous on était embarrassés aussi, vous perdez les clés, c'était un problème. Aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de clés, toutes ces contraintes au moins sont levées. Tout ce que je dis est sans doute évident, vous l'aviez déjà compris, mais je préférerais quand même le dire. 1, rien ne change, d'accord. 2, voilà, on se connecte, on s'authentifie via un login et un password. Le login, c'est l'adresse mail. Juste, petite question, est-ce que certains dans la salle ou dans les personnes connectées, vous avez déjà opté pour la solution SaaS? Moi, j'ai déjà pris. Ok. J'ai pas coupé. Non, oui. C'est un aussi. Oui, Marcel, maintenant il est coupé. Marcel a déjà pris la solution SaaS, effectivement. D'accord. Alors, juste
on a mis plusieurs statuts. Il y a l'acheteur, vous accédez à un portail en fait d'abonnés, et il y a des statuts d'acheteur, de gestionnaire de licence, et puis de l'abonné qui est juste l'utilisateur de la licence. Le gestionnaire de licence, il a un rôle important. Alors là, essentiellement, vous êtes tous plutôt indépendants, donc en fait, vous allez cumuler les statuts d'acheteur, de gestionnaire de licence, d'administrateur. Mais si vous avez au moins peut-être un collaborateur dans votre formule d'abonnement, vous allez donc affecter les licences à chacune des personnes. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, par exemple, Marcel, vous l'avez peut-être vu, si vous travaillez aujourd'hui là où vous êtes, avec WinDev, vous vous connectez, et puis vous quittez ce lieu, et puis vous laissez votre PC ici, puis vous allez chez vous, et puis vous allez vouloir travailler avec WinDev. Avant, comment ça se passait? Vous preniez votre clé, et puis vous l'embarquiez tout simplement. Là, quand vous allez vous connecter chez vous, il va vous dire, vous n'êtes pas déconnecté de l'autre poste. OK? Donc, est-ce que vous souhaitez vous déconnecter? Vous allez vous déconnecter, vous pourrez travailler évidemment chez vous. Donc, la licence est flottante. Vous pouvez évidemment travailler d'une machine à l'autre. OK? Voilà un petit peu le fonctionnement. Bon, là, je pense que je ne vous ai pas appris grand-chose sur le fonctionnement technique de SaaS, mais je préférais quand même clarifier ces différents points. Peut-être qu'on peut passer aux différentes questions que Stéphane m'avait transmises, et puis peut-être qu'en répondant, vous aurez également d'autres questions. Oui, on y va. Alors, il y avait une question, c'est alors que je développe en version classique, est-ce que je dois installer la version SaaS alors que je veux rester dans la même version? Alors, je développe en version classique, est-ce que je dois installer la version SaaS? Oui, pourquoi? Je vais prendre les différents cas de figure, que vous soyez en version 2024, version 28, 27, etc. Si aujourd'hui vous êtes en version 2024, la dernière, la version 88, et que vous voulez quand même vous passer à la version SaaS, vous allez télécharger la version SaaS identique à celle que vous utilisez. Pourquoi? Parce que le lanceur de WinDev est différent. Avant, le lanceur allait vérifier la présence de la clé. Aujourd'hui, le lanceur, il va vous demander de vous authentifier avec une adresse mail et un password. Donc, oui, vous êtes obligé, même si vous avez déjà WinDev installé, et si vous téléchargez la même version, de télécharger la version SaaS équivalente. Donc, c'est la même chose si vous êtes en version 28, en version 27, en version 26. Vous dites, OK, je prends SaaS, mais j'ai encore des applications en version 26 à maintenir et je ne veux pas les migrer. Vous allez télécharger la version 26 SaaS parce que le lanceur va être différent. Mais les deux versions, évidemment, sont 100% compatibles. D'accord, donc il y a plusieurs versions SaaS qui cohabitent, 25, 26, 27, 28, 2020, voilà. Et les futurs vont chaque fois cohabiter en fait. Exactement. En fait, quand vous êtes abonné, vous avez une combo box, vous allez choisir la licence, la version que vous allez télécharger. Dans une combo box, tu dis, c'est ça? Ouais, c'est dans une combo, tout simplement, que vous allez choisir la version. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous êtes en version 27. Pour maintenir une appli, évidemment, c'est pas parce que vous prenez la version SaaS que vous allez migrer l'appli. Donc, vous allez télécharger la version SaaS juste pour dire, maintenant, j'ai une version qui me permet de qui me dispense d'avoir la clé. D'accord. Non. Okay. Donc, et si je suis en version 2024, là, il faut faire attention. C'est la seule précaution qu'il faut avoir. Parce qu'en version 2024, aujourd'hui, il y a deux versions disponibles. L'une, c'est la version 88, qui est la dernière version pour ceux qui avaient la clé. Et l'autre, c'est une version qui est disponible depuis le mois de juin, qui intègre déjà les nouveautés de la version 2025 à venir. Donc, faites attention là. Si c'est une version 2024 que vous téléchargez, et si vous souhaitez être compatible avec une version équivalente en clé, il faut prendre la version 88. Si vous prenez une version supérieure, elles ne seront pas compatibles. Mais pour toutes les autres versions, quand vous allez télécharger une version 28, version 27, 26, là, il n'y a aucun risque. Elles sont 100% compatibles parce qu'il n'y a pas 10 000 versions.
essentiel, et ça me permet de répondre à une question qui viendra plus tard. Et puis, à un débat que j'ai vu sur LinkedIn, et j'y reviendrai sur LinkedIn également. Quand vous vous abonnez, dans l'offre commerciale, je reviendrai sur les tarifs également, on vous dit, il y a des frais de souscription. Je reviendrai sur le détail tout à l'heure. Mais surtout, il y a un point important, c'est que quand vous vous abonnez, et que vous avez déjà une licence, on va vous envoyer un code pour mettre à jour votre clé. OK? Pourquoi? Parce que si vous êtes aujourd'hui en version 2024, par exemple, on vous envoie un code pour downgrader votre clé en version 23. Je m'explique. Quand je suis abonné, je peux télécharger dans la combo aussi bien une version 2024, une version 28, 27, 26, 25, 24. Jusqu'à la version 24, je peux être en mode SaaS, donc sans avoir besoin d'une clé. Si j'ai une application à maintenir en version 23, 22 et que je ne veux pas les migrer, ben, on a mis à jour votre clé pour que vous puissiez travailler avec votre clé. Pourquoi on fait ça? Ben, tout simplement pour pas que vous ayez une deuxième licence, tout simplement. C'est tout. OK? Mais c'est bien expliqué. Et c'est pour ça que quand vous êtes en version 2024 et que vous passez à l'abonnement, vous n'avez aucun frais de souscription, vous avez juste l'abonnement. Si vous êtes en version 28, 27, 26, eh bien en fonction de la version dans laquelle vous avez des frais de souscription. Ces frais de souscription, vous les payez qu'une seule fois au moment de l'abonnement, et après, de manière récurrente, c'est uniquement l'abonnement que vous paierez. OK? Ouais. Si maintenant vous vous dites, ah ben oui, ça m'embête, moi, j'aimerais bien garder ma clé en version 2024 ou en version 28, etc. OK? Eh bien, dans ce cas-là, si vous êtes par exemple en version 2024 et vous dites, je veux avoir ma clé en version 2024, quand même, je l'ai acheté jusqu'à présent, il faudrait bien la garder. Mais dans ce cas-là, si vous souhaitez garder la clé, vous payez les frais de souscription. Et dans ce cas-là, en payant les frais de souscription, vous avez la clé. Eh bien, c'est normal, vous aurez deux jeux de licence. L'une qui va rester en version 2024 à vie, et puis l'autre qui évoluera avec l'abonnement SaaS. OK? Voilà le principe. Et Alors, quand je lis, excusez-moi, mais ça date d'hier, une personne sur LinkedIn qui dit, on m'a obligé à mettre à jour ma clé, c'est pas vrai. Cette personne, je l'ai eu en ligne, je la connais depuis 30 ans, d'accord? Comme elle m'a nommé, je peux la nommer, elle s'appelle Ludovic Loudière, elle n'est pas connectée, je pense, aujourd'hui, mais cette personne, je l'ai eu en ligne, et elle savait très bien, cette personne, que en prenant l'abonnement, elle aurait sa clé qui passerait en version 23. On ne l'a jamais caché, on l'a toujours dit. Et si vous ne voulez pas ça, ben vous payez les frais de souscription, et puis si vous ne voulez pas ça, vous gardez votre clé. C'est-à-dire, on n'oblige personne à passer l'abonnement. Personne. La version clé va continuer. L'abonnement enlève des contraintes. Si maintenant ces contraintes pour vous sont importantes, il y a d'autres contraintes qui vous gênent, vous restez avec votre clé. Mais pour parler de la personne, je la nomme parce qu'elle m'a nommé. Il y en a une autre, je reviendrai sur elle parce que j'en profite. Je ne ferai pas de réponse sur LinkedIn. Mais suite à ce compte rendu, je compte sur Bertin Carrière pour faire une réponse, puisque c'était au départ lui qui avait parlé de la réunion. Donc, je pense que ça aura plus de points si j'ai été clair dans mes explications que ce soit Bertin Carrière qui y réponde. Mais voilà, je dis, aujourd'hui, on n'a obligé personne, et je termine sur un point, tant pis, parce qu'elle a dévoilé quelques petites choses. La personne qui dit on m'a obligé, elle était très contente d'avoir un paiement mensuel. D'accord? Oui. Et donc la seule solution, et c'est ça qui l'intéressait effectivement la solution SaaS, c'était d'avoir un paiement mensualisé. Et donc effectivement, vous le savez, aujourd'hui on ne peut pas proposer un paiement mensuel en tant que PC Soft si on ne passe pas par l'abonnement. La loi nous autorise à faire des paiements en 3 ou 4 fois. Et au-delà de 4 fois, en France, c'est du financement. Donc il faut passer par une société de financement, sauf pour l'abonnement. Donc la personne était contente d'avoir un règlement mensuel. Bon, maintenant,
je reviens au questionnaire et j'ai en même temps répondu à quelques questions au passage. Alors, est-ce que les connecteurs natifs de la version 2024 sont compatibles avec les connecteurs de la version 2024 SAS? Oui, si vous restez toujours, je reviens à la même chose. Si vous téléchargez la version 2024, version 88, donc équivalente à la version clé, vous êtes compatible. Si maintenant vous prenez la version 2024 avec des nouveautés déjà de la version 2025, vous êtes déjà dans une version 2025 et il faudra mettre à jour les connecteurs. Ok? Donc, il y a une compatibilité à partir du moment où on reste dans la même version que la version clé. J'apporte une précision. Qu'est-ce que c'est aussi la grosse nouveauté de cette offre SaaS? Au mois de juin, ceux qui sont abonnés ont pu voir des nouveautés qui seront dans la version 2025. Donc, disponibles. Notamment, pour ceux qui ont une version clé et qui ne voudront pas la version SaaS, ben vous aurez ces nouveautés, mais uniquement en fin d'année. Ben là, ceux qui ont l'abonnement ont déjà ces nouveautés, s'ils le souhaitent, depuis le mois de juin. La grosse nouveauté pour PCSoft, c'est que du coup, les abonnés recevront des nouveautés techniques, et je ne parle pas des updates, des corrections, recevront des nouveautés techniques tous les trimestres. Et ceux qui restent avec la version clé n'auront que ces nouveautés uniquement en fin d'année, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. Donc, en étant avec la version SaaS, finalement, ça permet de profiter de certaines nouveautés avant les autres, puisque dès le mois de mars, maintenant, eh bien, vous recevrez déjà des nouveautés qui seront dans la future version. Donc, pour nous, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'être plus réactif quand il y a des technologies, des évolutions d'OS, des contraintes des fois liées à Android, à Google Maps, etc., plutôt que d'attendre la fin d'année pour intégrer des nouvelles technologies, eh bien là, on priorisera un petit peu certaines nouveautés et on pourra les intégrer au fil de l'eau. Donc cette version SaaS, elle donnera un atout supplémentaire pour ceux qui sont abonnés par rapport à ceux qui sont à la version clé. En termes de mise au point aussi, ça facilite les choses. C'est plus facile pour nous de mettre au point une version avec un quart des nouveautés plutôt qu'avec 4 fois plus de nouveautés. Donc, en termes de qualité aussi, tout le monde sera gagnant dans cet aspect. Je poursuis dans les questions. Est-ce que la licence de la version SaaS est transférable à un tiers, une société ou une personne? Alors, juste pour information, aujourd'hui, quand vous regardez la licence de la version clé avec le dongle, en théorie, la licence n'est pas transférable. D'accord? Vous ne pouvez pas la céder. Mais évidemment, vous le savez, certains ont en bénéficié ou ont pu en faire bénéficier. Avec l'accord de PCSoft, on accorde ces exceptions. D'accord? Il suffit en général de nous indiquer, voilà, je suis signé, Stéphane ou un autre déclare avoir cédé la licence numéro tant à telle personne. Voilà. Ça, c'est ce que l'on faisait exceptionnellement et ça permettait à certains de céder des licences quand il y avait moins de projets, par exemple. Donc, il y aura des solutions qui seront proposées pour la version SaaS, mais voilà, même avant, la licence en tant que telle n'était pas transférable, mais on accordait des exceptions. Alors, est-ce que les versions classiques avec clé intègrent dans la version majeure toutes les nouveautés régulièrement disponibles des versions SaaS? C'est ce que j'ai expliqué donc juste avant. Oui, c'est-à-dire que quand vous aurez la version 2025, on intégrera tout ce qui avait été déjà proposé dans la version SaaS. Ok. Donc, ce que j'ai dit, c'est que la version SaaS permet surtout d'être plus réactive et de bénéficier de ces nouveautés plus rapidement. Est-ce qu'un projet édité en version 2024 SaaS est ouvrable en version 2024 classique et inversement? J'ai déjà répondu, mais je le redis. Oui, si vous êtes dans dans une version totalement identique. Et je le dis pour la version 2024, faites attention, il y a la version 88, identique à la dernière update de la version clé. Donc, il faut télécharger la même, parce que si vous téléchargez
téléchargez celle avec des nouveautés, SaaS 2025, ben là, vous serez plus compatible. Ok? Ce sont plus les mêmes DLL du coup. Exactement, c'est les mêmes DLL. Et puis, en fait, il y a comme lorsque vous passiez d'une version 28 à une version 2024 ou 27 à 28, il y a une phase de migration parce qu'on change les formats. D'accord. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut, aujourd'hui, si vous dites je prends l'abonnement, et que vous ne voulez pas chambouler quelque chose avec un client qui, lui, est en version 2024, par exemple, ou d'autres que vous êtes plusieurs développeurs indépendants à travailler sur les mêmes projets, faites attention, si ça attend la version clé, restez avec la même version que la version clé. Ok? Il y avait donc dans la question, en gros, sur le même projet, est-ce que je peux avoir un développeur SaaS et un autre avec des dongles? Donc voilà, hein, je redis encore la même chose. Il faut faire attention à la version que vous téléchargez. Hein. En gros, il y a toujours un update 0 de la version SaaS qui permet d'être compatible avec la version clé. Et vous voyez, par exemple, là, en novembre, décembre, quand on va sortir la version 2025 clé, ok, eh bien, vous aurez une version SaaS, évidemment, disponible également. Mais dès le mois de mars, il y aura une version nouvelle SaaS qui sera dans ce cas-là plus compatible avec la version clé. Ok? Parce que dès le mois de mars, on intègre déjà des nouveautés dans une future version. Oui, donc il faut la télécharger seulement si on en a besoin. Exactement. Donc, si vous sentez qu'il y a des nouveautés qui sont utiles, mais attention, si vous les téléchargez, vous pouvez vous rendre incompatible avec une version clé. Donc, il faudra toujours veiller à ça, c'est tout. Donc, est-ce qu'un projet édité en version 28 SaaS est ouvrable en version 28 classique? Là, alors là, il n'y a plus de souci parce que, comme c'est des versions qui n'évoluent plus, donc que ce soit en version 28, 27, 26, jusqu'à la version 24, vous n'avez pas de risque, vous n'avez pas à vous poser de questions, quoi. Vous prenez la version 24, la version 25, ça sera toujours compatible. Est-ce qu'un projet SaaS 2024 sera upgradable et réciproquement avec la version 2025 classique? Ça rejoint toujours les mêmes questions, quoi. Il faut toujours regarder quelle version SaaS vous récupérez, quoi. Voilà. Est-ce que la version avec clé va continuer à exister? Oui. Combien de temps? Je ne sais pas. Non, ça ne veut pas tout dire. C'est que on a une telle communauté de développeurs que aujourd'hui, on doit tenir compte de cette communauté. La version SaaS a été extrêmement bien accueillie, contrairement à ce que j'ai pu lire sur LinkedIn. Donc, comprendront ceux qui voudront bien comprendre. Mais on a une vue plus globale que ce que vous pouvez avoir. C'est pour ça que je dis ça. Et c'est pas une critique, c'est que nous, on voit dans les sondages et dans les retours, on a une vue non pas que sur la Belgique, sur l'étranger, sur la France, et on sait aujourd'hui qu'elle a été bien accueillie, puisqu'on voit déjà tous ceux qui ont souhaité passer à la version SaaS. Donc, la version clé va continuer. On ne privilégie pas la version SaaS. Simplement, il y aura des nouveautés qui seront intégrées comme ça dans la version SaaS, tout simplement. C'est le fonctionnement. Mais attention, vous savez, on n'a pas révolutionné le monde avec la version SaaS. C'est-à-dire, on ne fait que suivre le mouvement, le sens de l'histoire. Aujourd'hui, bon nombre d'entre vous, vous utilisez nos produits depuis longtemps, mais il faut bien reconnaître que tous les logiciels du monde, aujourd'hui, quasiment, sont proposés en version SaaS. Donc, pendant 30 ans, on nous a dit la clé, je vais être poli, elle nous gonfle, et quand on enlève la clé, vous enlevez la clé. Voilà. Bon. Et alors, c'est vrai qu'on a proposé ça conjointement avec l'abonnement. Mais l'abonnement, je veux dire, il n'y a rien de nouveau, quoi. Je veux dire, on fait, aujourd'hui, quand vous interrogez un concessionnaire automobile, il va vous dire que 80% des voitures qu'il commercialise, elles sont en LOA. Oui. La téléphonie, c'est de l'abonnement. La télé, aujourd'hui, on a des abonnements partout. Si vous êtes amateur de sport, c'est terrible en plus. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que oui, on le propose, ça change. À un moment donné, il faut que vous regardiez quand même si ce qu'on propose apporte plus d'inconvénients
d'inconvénients que d'avantages, mais on ne vous force pas. Et aujourd'hui, si vous voulez rester pour la fin d'année en version 2025, ben, vous restez en version 2025 clé si vous le souhaitez. Je veux dire, voilà. Et ça va rester pendant quelques temps. Quand je vous dis je ne sais pas combien de temps, c'est parce que à un moment donné, on ne va pas dire dans 10 ans ou 15 ans, on passe déjà pour des dinosaures quand on parle de clés. Voilà. OK? Allez, je reviens au document. Est-ce que ça peut continuer à exister? Avez-vous une version de SAS utilisable pour une durée limitée dans le cadre d'un stage étudiant? Voilà une bonne question, et là je vais revenir sur le point que j'ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous prenez un étudiant ou un alternant, évidemment, il est pour une durée limitée. L'abonnement SAS que nous proposons, il est avec un engagement d'1 an. Alors, on propose même l'engagement triennal. Alors pourquoi, juste petite parenthèse, pourquoi on a proposé l'engagement triennal? Je pense que ça ne vous concerne pas si vous êtes majoritairement des développeurs indépendants, mais dans certaines structures, ça a intéressé les sociétés de se dire, ben là, on fait un achat pour 3 ans et on n'a pas besoin de le refaire régulièrement. Donc l'abonnement triennal pouvait être intéressant. Ça évoluera, hein, il y aura différentes offres. Aujourd'hui, donc, c'est un engagement 1 an ou triennal. Et effectivement, quand on a un étudiant, prendre un engagement d'1 an alors qu'il va rester peut-être que 3 mois chez vous, c'est pas l'idéal. Alors, la solution, c'est tout simplement de dire à l'étudiant, vois avec ton école et demande un abonnement auprès de PCSoft. Et nous, on a des conditions très favorables pour les écoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va utiliser, et il a le droit, la licence l'autorise, il a le droit d'utiliser une licence d'abonnement de l'école pour un projet qui sera fait pour vous ou pour un client. OK? Donc là, c'est la meilleure solution. Ça se met en place hyper vite. Vous lui dites qu'il prenne contact avec son responsable des études de l'école, il nous contacte et on met en place l'abonnement. D'accord? C'est hyper rapide. Préférentiel? Comment? Les écoles ont un tarif préférentiel? Les accords que j'ai avec les écoles ne vous regardent pas. C'est comme si tu me demandais est-ce que telle société a un accord particulier, je ne pourrais pas t'en parler. D'accord? Mais je peux te dire que juste une chose, il n'y a aucun frein pour elle. Voilà. OK. Ouais. OK. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs, ça compte même en milliers d'abonnés depuis l'année dernière, depuis qu'on le fait au niveau des écoles, surtout en France. Quoi. OK? Mais qu'elle n'hésite pas, parce que et là, juste pour info, le contact, je vous le donne. Moi, je ne m'occupe pas de la version éducation, c'est Fabrice Chambon à Montpellier qui gère le contact avec toutes les écoles. Donc, faut pas hésiter, quoi. Et l'étudiant, vous avez un intérêt, c'est de pas payer un abonnement. Et l'étudiant, s'il est intéressé par le projet, il va être motivé pour demander l'abonnement à l'école. Et l'école, vous verrez que quand elle nous contractera, ce sera très vite. Même en Belgique, ça marche pas? Oui, ça marchera. Mais on n'a rien contre la Belgique, pourquoi? Non, mais c'est pas les mêmes conditions dans les écoles parfois, donc. Ouais, non. Non, en fait, après, il faut que l'école montre un petit peu son label, comme quoi elle fait de la formation, quoi. Je veux dire, tout le monde, sinon, va se dire, tiens, je suis une école, je suis étudiant, etc. Bon, voilà. Il y a quand même des choses que l'on demande. Mais ça, je veux dire, au niveau formalité, ça va très vite. OK? Hop, je reviens aux questions. Voilà, il y avait la question à laquelle j'ai déjà répondu. Pourquoi le downgrade de la clé s'il y a un passage en SAS? Je l'ai expliqué, c'est pour éviter évidemment d'avoir 2 jeux de clés, ce qui me paraît assez logique. Alors, que se passe-t-il? Alors, pourquoi le prix de la location de la première année alors que c'est justement une année et au moins aussi onéreuse que la version à vie? Alors, on va parler des tarifs parce que je crois qu'il y a des flous là-dessus. Et que se passe-t-il en cas d'arrêt de la location? Est-ce qu'on reçoit un dongle dans la version de la dernière location, qu'on ait remis ou pas ces anciens dongles? Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si aujourd'hui vous êtes vraiment, vous tenez à votre
avez les frais de souscription. Donc comme ça, vous aurez toujours un jeu en version 2024. Alors, bah, si le but c'est de garder une clé en version 2024, il ne faut pas changer évidemment. Ça c'est parce que bah, parfois tu comprends, il y en a qui diminuent un peu leur activité, ils ont moins de revenus, etc. Donc autant qu'ils gardent la clé plutôt que de prendre un abonnement qui va être moins rentable quelque part. Oui, mais tu sais, après, on va en parler du niveau tarif, mais il faut quand même avoir... tout le monde n'est pas dans la même position hein, en tant qu'indépendant. Je pense qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres, sans doute, mais comme partout. Et je suis très prudent et je sais que ça ne demande pas les mêmes efforts financiers pour chacun. On a la conscience. Pour autant, il y a des tarifs et on ne peut pas faire comme ça des tarifs à la tête du client. Donc c'est normal qu'il y ait des tarifs proposés pour tout le monde. Et même si chacun d'entre vous essaiera d'avoir une meilleure offre en contactant Fabrice, Jérôme ou Virgile en disant quand même ça fait longtemps que je travaille avec vos produits, etc. Bon, alors vous le savez, Bidev avait des accords à une époque avec des products. Exact. Et d'ailleurs, en fin d'année dernière, certains d'entre vous ont fait valoir, et je comprends aisément, le fait que vous aviez des accords avec, il y avait un 5% de remise proposé par des products, et certains d'entre vous ont pu en bénéficier parce que vous l'avez demandé, on ne l'a pas fait de manière automatique, hein, parce que vous l'avez demandé. Ok. Alors là, pour l'abonnement, c'est un peu plus embêtant pour gérer ce genre de choses. Déjà, juste une chose. Un avantage si vous êtes intéressé par l'abonnement, on est le 21 septembre. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de PCsoft, vous allez voir que malgré tout, il peut y avoir la date d'abonnement va commencer aujourd'hui, 21 septembre. Et certains d'entre vous vont peut-être me dire, c'est pas logique, puisque j'ai acheté ma mise à jour en fin d'année dernière. Et donc, je paye déjà, enfin, quelque part, mon abonnement commence maintenant, alors que j'avais acheté ma mise à jour fin décembre, allant jusqu'à la date limite qui est proposée par PCsoft. Alors, pour Bidev, je l'annonce, la date anniversaire de début d'abonnement sera la date d'achat de l'année dernière. Si vous avez acheté le 21 décembre, votre abonnement donc sera gratuit jusqu'au 21 décembre. Vous ne commencerez à payer qu'à partir du 21 décembre, que ce soit en mensuel ou en annuel. Ok? Donc, c'est déjà un premier point. Voilà ce qu'on peut vous proposer. Hop. Alors là, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions que vous m'aviez posées. J'avais juste un petit point, je reviens. Permettez-moi juste de revenir sur un point. Hop. C'est celui-ci. Sur LinkedIn, toujours dans le même message des échanges d'hier, quelqu'un a évoqué le fait qu'on n'avait plus les tarifs groupés, le tarif de PCsoft, plus les licences 3, 5 ou 10 développeurs. Il suffit d'aller chercher dans la grille des tarifs et vous les retrouverez. Hein. On n'a rien enlevé, il y a toujours les mêmes possibilités. Donc, il y a toujours les références pour Windev en version 3 développeurs, 5 développeurs, 10 développeurs. Si la personne souhaite les retrouver, voilà, il suffit d'aller dans la grille des tarifs. Voilà, il y a tous les tarifs, toutes les références comme avant, ça existe toujours, il n'y a rien qu'à changer. D'accord? Donc sur la version clé, il y a toujours, on n'a absolument rien changé, rien enlevé. Alors, si je peux me permettre, j'ai mis, je remercie de votre intervention. Dans les questions, attendez, pas couper sur le micro. Je vous entends, hein, Bertin. Voilà. Donc, une question peut-être plus. Ah, il y a quelque chose qui fait écho quelque part.
y a encore une question qui m'a été posée par des importateurs qui me disent qu'ils ne sont pas à même de vendre la version SaaS, et donc un client qui aurait et des versions dongle et des versions SaaS, qui voudrait faire sa mise à jour ici en 2025, serait en quelque sorte obligé de diviser sa commande en deux. C'est-à-dire de passer la commande SaaS chez vous et de passer sa commande de mise à jour dongle via son importateur national. De quel importateur vous parlez en fait? Alors, oui, ta question, Brigitte? Oui, c'est de quel importateur vous parlez? celui d'Amérique du Sud. Ben, pourquoi il ne commande pas chez nous? Il peut le faire aujourd'hui. Un instant, Brigitte, un instant. Donc moi semble-t-il, c'est l'importateur d'Amérique du Sud pour les pays portugais. On va poser la question. D'accord. Mais je ne comprends pas parce que l'importateur est en contact avec nous, donc il peut passer par nous. Moi, il m'a posé la question, donc je répète les questions. Non, on gère comme toujours la distribution avec nos importateurs, que ce soit les versions clés ou les versions SaaS, on le fait. Aujourd'hui, pour information, j'avais ça tout à l'heure, hop, ici, tac. Il y a déjà une quarantaine de pays qui sont passés à l'abonnement SaaS. Que ce soit l'Uruguay, Thaïlande, que ce soit la République démocratique du Congo, en Nouvelle-Zélande, au Maroc, à Madagascar, en Irlande, Haïti, Guinée, États-Unis, Espagne, Équateur, oui, Côte d'Ivoire, Chili. Donc il y a d'autres pays qui sont passés à l'abonnement. Ils n'avaient pas l'air d'être au courant. Mais qui nous contactent hein, dans ce cas-là. Une autre question par rapport à la compatibilité des versions en cours entre la version SaaS et la version dongle. Donc, tu disais qu'il fallait prendre la première version SaaS pour rester compatible avec la version dongle. Mais que se passe-t-il si durant l'année, la version dongle reçoit un correctif, vu que les versions dongle, on reçoit 3-4 updates durant l'année? Est-ce que la première version SaaS recevra ces mêmes updates? Oui. Ou automatiquement, on va devenir incompatible? Non, la première, alors, évidemment, les updates. C'est pas la grosse crainte. Hein. Oui, les updates, quand vous les recevez, les updates 1, 2, 3, 4, ne changent pas le format de vos fenêtres ou de vos pages si vous êtes avec WebDev. D'accord. Donc, ces updates, ces correctifs sont également disponibles quand vous êtes en version SaaS, mais vous aurez non seulement des correctifs dans la version SaaS, par exemple, du mois de mars, mais des nouveautés qui, du coup, rendront cette version incompatible avec la version. D'accord? Oui, mais vous pourrez. Alors, oui, pardon. Alors, j'ai compris. Vous aurez deux versions disponibles. Ok, il y aura deux versions SaaS. Voilà. Celle jour complète et la première. Voilà, tout à fait. Okay. Ça, je pense que ça va éliminer énormément de craintes chez beaucoup de monde, parce que la majeure partie des questions qui m'ont sont revenues en MP, c'était justement ça. Beaucoup de personnes sont intéressées par le passage à la version SaaS, et quand tu m'as eu en début d'année, je t'ai clairement demandé de me passer en SaaS, et c'était d'ailleurs la principale raison pour laquelle on est passé à 3 dongles en version réseau, c'était pour le Mac, et M. Chambon nous l'a refusé, et c'est pour ça qu'on est passé à 3, en nous disant clairement qu'il n'y aurait pas avant l'année prochaine. Mais bon, si vous êtes arrivé beaucoup plus tôt que prévu, tant mieux. Mais c'est vrai que la grosse crainte, c'est je veux garder une partie de mes dongles, mais je veux, si j'augmente mon parc, passer en SaaS, entre autres, par exemple, pour ce qui est Windows Mobile, parce qu'il y a énormément d'évolutions, mais je ne veux pas qu'on développe. J'ai commis une erreur, Bertin, j'ai commis une erreur. J'ai parlé trop vite. Les updates. Du coup, je vais vous décevoir. Non, je viens de.
comme il n'y aura pas à chaque fois, en fait, vous ne pouvez pas dire au mois de juin, j'ai le DET3 en version SaaS, je télécharge que celle-ci, je suis compatible avec la version clé. Dès que vous téléchargez au mois de juin une version SaaS, vous serez incompatible avec la version clé. Ok. Donc, non. Et une version 2024 non, n'existera pas. Voilà. Comme en fait, il n'y a que dans la première version équivalente en décembre où on est compatible. Dès le mois de mars, on n'est plus compatible. Et quand la 2025 sera là, est-ce qu'il y aura la 2024 équivalent à la 2024 clé? Alors, attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Quand on sera en 2025, avec oui. les versions SaaS 2025, oui. Est-ce qu'il y aura une version 2024 compatible avec la version 2024 clé? Oui, elle sera toujours disponible dans votre combo. Dans la combo box, je vous dis toujours, oui, vous choisissez la version que vous souhaitez installer, quoi qu'il en soit. Elles seront compatibles l'une avec l'autre. Voilà. En fait, sur la version... là, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais dans la combo, je pourrais l'année prochaine, d'accord, télécharger la version 2024 équivalente à la version clé 2024. Ok. Comme je pourrais télécharger la version 27, 26, etc. J'aurai toujours cette possibilité-là. Ok. Mais c'est vrai que dès le mois de mars, dès que je prendrai une version SaaS, une évolution de la version SaaS, je me rends incompatible avec une version clé. Le seul moment où je ne suis pas incompatible, c'est quand je suis en version U0, au moment où les deux sortent en même temps. Donc ça veut dire que quand vous allez sortir la version 25 SaaS, vous allez ressortir une nouvelle version 24 SaaS qui, elle, inclura les... Ce ne sera pas une version de 2024, ce sera une version de 2025, là, en novembre. Oui, alors on ne sera pas compatible. Là, en novembre, comme d'habitude, on sort une nouvelle version. Elle va s'appeler 2025. Oui, mais quand vous allez sortir la version SaaS 2025 et la version Google 2025, est-ce que la version SaaS 2024 sera une nouvelle bouture 24 SaaS? Non, la version 2024 SaaS, il faudra toujours dire dans la compo, je prends la même version que celle qui était en version clé. Donc la version 88. Ok. Ah oui, mais c'est ça. Okay. Ouais. Donc, c'est vraiment, il faudra toujours regarder. À l'avenir, ne sera jamais compatible avec la première version de l'autre. Voilà, à un moment donné, au mois de novembre, on est compatible. Après novembre-décembre, d'accord, on va dire jusqu'à décembre, pardon. Au mois de décembre, on est compatible. Après le mois de décembre, il n'y a plus de compatibilité. Sauf si vous dites, je prends la même. Je reste, j'ai fait évoluer la version clé, je fais évoluer la version abonnement, ok. En fait, ce que nous, on voudrait, c'est simplement avoir la dernière version, que ce soit la 2028, la 2024, la 2027, la dernière version sortie, compatible, et avec les clés. J'ai bien compris, mais ça, effectivement, ça, c'est comme dans la version SaaS, on intègre des nouveautés. Dès qu'on intègre des nouveautés, on ne crée pas deux versions, on ne crée pas deux branches, pour l'une être disponible, compatible avec la version clé, et l'autre, voilà. De toute façon, je ne connais pas l'avenir de chacun, mais dans 5 ans, on fait une réunion, et j'ai porté à parier que tout le monde sera en version SaaS. Parce que vous aurez compris que si on veut être plus avoir de soucis, il faut mieux que tout le monde soit en version SaaS. Et en attendant, il faut que effectivement les clients avec lesquels vous travaillez, si c'est le cas, il faut aussi qu'eux s'y mettent, quoi. Et en fait, sur ce point, moi je suis pas rassuré, je vous le dis. J'aime bien la politique, j'achète une licence à vie. La politique, en fait, tarifaire de l'inconnu, de je sais pas, dans 5 ans justement, quels seront les tarifs de PC Soft, et que si j'arrête de payer, je n'ai plus de licence. Là, c'est vraiment une peur. Alors, oui, peut-être que c'est juste une peur, mais c'est pour ça que moi je resterai en grande partie sur les clés. Vincent, la peur que vous avez, je la comprends, on l'entend aussi régulièrement, donc j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça, et c'est pour ça que je vous disais, moi je vous force pas, quand je dis je, au nom de PCSoft, on ne vous force pas à prendre la version SaaS. Ce que vous dites, je le comprends. Mais d'un point de vue tarifaire, vous avez évoqué une chose, parce que j'ai vu ça aussi,
plus que 10 ans. Et moi, et alors, quand on a augmenté l'année dernière, on pourrait faire comme certains le font, faire une augmentation annuelle sur les indices de l'inflation ou autre. Mais on augmenterait tout le temps et on aurait la remarque que vous augmentez tout le temps. Après, On a augmenté l'année dernière de 10%, mais pendant 10 ans, on n'avait pas augmenté. Bon, je crois que tout le monde a compris l'augmentation des tarifs parce que, vous le savez, vu ce qu'on a subi depuis, on va dire, le Covid et les événements politiques, tout le monde a compris qu'il y avait une inflation terrible, quoi. Et bon, bref, c'est pas facile d'accepter une augmentation. On aimerait qu'il n'en ait pas, mais pour nous, il était quand même incontournable de le proposer. Et après, je vous dis ça, il y a la partie jeune de projection de l'avenir, mais alors il y a aussi des parties de personnes qui arrivent à la fonction et qui, eux, se disent « Ah non, mais moi, je n'aurai plus de clients dans 1, 2, 3, 4 ans. J'aimerais bien pouvoir continuer à développer, même pour mon plaisir. » Eh bien, là, il y aura la possibilité toujours de payer les frais de souscription, voilà, pour dire je reviens dans telle version, d'accord? Donc, aujourd'hui, pour revenir même au tarif de l'abonnement, parce que, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu les offres sur le site de PCSoft, il y a un tarif barré, puis il y a un tarif auquel vous avez droit. Et certains m'ont posé la question, mais est-ce que le tarif non barré, c'est uniquement aujourd'hui, est-ce que, quand ça va se renouveler, c'est quel tarif qui est appliqué? Non, c'est toujours le tarif promotionnel qui sera appliqué, d'accord? Alors, peut-être qu'il y aura une augmentation du tarif d'abonnement, mais vous nous connaissez depuis plus de 10 ans, 20 ans, pour certains, voilà, c'est pas notre volonté d'augmenter les tarifs régulièrement, maintenant, parce qu'on ne connaît pas la conjoncture, donc voilà. Mais ça ne veut pas dire l'année prochaine vous aurez le tarif catalogue. Non, le tarif catalogue, c'est pour dire, voilà, c'est ce prix-là, normalement, là, vous avez un tarif plus intéressant. En fait, j'ai l'impression que la seule demande, c'est essayer d'avoir des versions compatibles pour que certains puissent avoir le choix, effectivement, de garder une version clé tout en restant compatible avec leurs collègues. C'est tout, en fait. J'ai bien compris. En fait, cette demande, on l'a régulièrement, mais comme je vous dis, je suis persuadé que dans 5 ans, on n'aura même plus la même conversation parce que tout le monde sera passé à ça. Là, on est dans une clientèle, aussi bien vous, en Belgique que partout, on a habitué des clients avec une gestion clé, une mise à jour annuelle. Certains la faisaient majoritairement, d'autres attendaient. Donc, il y a des questions qui se posent. Effectivement, comme vous dites, je développe occasionnellement, donc ça m'embête. Ou alors j'ai une baisse d'activité, ça m'embête. Bon, si vous ne développez plus, vous n'avez pas de raison de payer. Vous pouvez résilier l'abonnement, évidemment, mais si vous le reprenez, il faut le calculer, parce que si une fois de temps en temps, si vous reprenez l'abonnement, actuellement, le problème, c'est que vous allez repayer des frais de souscription. Alors, on est en train de réfléchir sur 2025, il y aura sans doute des offres différentes. On réfléchit même sur, non pas l'engagement annuel, mais pourquoi pas un engagement sur 3 mois, moyennant des tarifs différents, hein, bien sûr. On réfléchit également sur la suspension d'un abonnement, pour dire, voilà, pendant 3 mois, je sais que je ne vais pas développer, allez, je suspends. On réfléchit à ce genre de choses, ça existe ailleurs. Donc, pourquoi pas? Ça peut permettre de passer une période un peu plus difficile pour tout un chacun. Donc, on est ouvert à ce genre de choses, mais on y va petit à petit. Les offres ont le mérite d'exister, elles fonctionnent techniquement, elles répondent à des attentes. Maintenant, vos questions, elles sont complètement légitimes. Je veux dire, vous êtes pas, je les prends pas mal, hein, à aucun moment. On sait que c'est le principal souci, la source d'inquiétude qu'on peut avoir. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont passer l'abonnement et du coup, ces questions vont petit à petit diminuer. Quand on voit l'engouement, je ne suis pas inquiet, voilà, sur l'abonnement. Parce qu'on a un abonnement mensuel et un abonnement annuel, sachant qu'on a un engagement annuel sur les abonnements qui le payent par mois, qui le payent à une fois. J'ai pas bien entendu la question. Oui. Donc, il demandait pourquoi il y a des abonnements mensuels, annuels et je vois même triennal. Je expliquais que c'est au niveau de la facturation. Oui. Le mensuel est facturé tous les mois et l'annuel en une fois. Voilà, en fait, le tarif le plus intéressant, c'est quand vous payez en une fois de manière annuelle. D'accord? Et quand vous payez de manière mensuelle, c'est toujours un
soit d'1 an, mais avec une facturation mensuelle. Ok. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, pour une suite complète WinDev, WebDev, WinDev Mobile, quand vous payez en une fois, ça correspond à 89 € par mois, donc x12, mais que vous payez en une fois. Si vous payez de manière mensuelle, ça revient à 109 € mensuellement. D'accord? Et si vous arrêtez de payer, vous allez recevoir des messages, on va vous contacter aussi, parce qu'on n'a pas un comportement brutal, mais vous comprenez que si à un moment donné vous arrêtez de payer, c'est que et que vous continuez à utiliser votre licence, il y a un problème. Donc on va vous prévenir, attention, on peut vous couper l'accès à votre licence, ce qui me semble normal. Mais je vois par rapport... Juste, c'est une relation malgré tout commerciale, même si elle est basée sur la confiance. Au moment où on ne paye pas, c'est logique qu'il y ait une suspension. Oui, mais tout ce... Je veux dire, on a une relation, vous voyez, aujourd'hui on en discute ensemble, et je veux dire, notre porte a toujours été ouverte, on a toujours été prêt à discuter avec tout le monde. Donc, si à un moment donné vous rencontrez une difficulté, on le comprendra. Je veux dire, il y a les règlements et puis comment on les applique. Donc, notre objectif, on sait très bien que vous êtes développeur, que c'est votre outil de prédilection. En général, on n'est pas là pour vous bloquer, on est là pour avoir la meilleure relation possible entre nous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Une petite question plus technique. Lorsque, par exemple, on est en déplacement, qu'on se retrouve à l'hôtel et pour X raisons, pas d'accès Wi-Fi, j'ai besoin absolument de faire une modification de programme. Est-ce que cela fonctionne? Si vous êtes connecté il y a moins de 4 jours, oui, ça fonctionne. Non. Ah, moins de 4 jours. Voilà, c'était la réponse que j'attendais. Voilà. Donc, si vous savez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous avez un déplacement, vous avez des doutes sur la connexion, essayez de vous connecter juste avant. Attention, et c'est une connexion qui dure quelques secondes, hein, c'est tout. Donc, à un moment donné, vous dites, bon, avec mon téléphone, je prends mon téléphone avec du 5G ou 4G, je me connecte, paf, et puis c'est bon, je suis tranquille. Et même si vous êtes à l'étranger et vous allez vous dire, ah, je suis à l'étranger et les coûts de communication sont élevés, eh bien, une connexion ne va pas vous coûter cher, hein, et après vous êtes tranquille pour 3-4 jours, quoi. Ok, merci. Juste, Bertin, oui. Je m'adresse à vous. Par rapport au message qu'il y a eu hier là, sur LinkedIn, vous avez annoncé la réunion d'aujourd'hui, et je vous en remercie. Vous le savez, encore que là, il n'y a pas d'anonymat, hein, les personnes communiquent avec leur vrai nom, contrairement à des forums où sous couvert d'anonymat, il y a parfois des personnes qui abusent un petit peu, qui crachent leur venin. Là, au moins... En général, sur cela, je les remets en place. Voilà. Bon, entre autres. je me suis permis tout à l'heure de faire une petite remarque parce que il y a des contre-vérités et si PCSoft répond... Ça me semblait un peu fort ce que la personne a dit. C'est pour ça que j'avais déjà répondu en disant que effectivement, il y avait un homegrown des dongles, mais que c'était un accord commercial entre l'acheteur et le vendeur. Oui. Que donc, il n'y avait aucune illégalité dedans à partir du moment où les deux parties sont en accord. Donc, vous faites une réduction parce que on accepte de rétrograder ces clés, ou bien on ne les rétrograde pas et donc on paye les frais d'entrée. Ça me semble effectivement tout à fait logique. Je me permettrai de toute façon d'essayer de faire un résumé de toutes les réponses qu'on nous a données par rapport au questionnaire qu'on a partagé. Si tout le monde est d'accord ici, je transmettrai d'abord la rédaction de ces réponses à tout le monde et à toi pour une relecture, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, de mécompréhension, ce genre de choses. L'objectif, comme je dis, certes,
développeurs, mais notre intérêt va bien évidemment promouvoir et défendre PCSoft. Et je pense que assez souvent, j'ai démontré que quand il y avait des fausses vérités par rapport à PCSoft, c'était le premier à remettre l'église au milieu du village. On sort des choses sur PCSoft qui datent de la version 5 ou de la version 7. Donc on dit oui, je suis développeur Windev, en quelle version? En version 2. Oui, ça fait longtemps, quoi. Enfin, moi je sais que. Tant qu'on vous dit pas que c'est la version de ma famille depuis maintenant. Allez-y. Avant, parce que j'ai commencé avec la version 7 en Espagne, et je me changerai franchement pour un moment, ce qui m'empêche pas effectivement parfois de trouver certaines choses peut-être pas comme j'aurais souhaité ou que j'aurais aimé, et je le dis. Ça n'empêche que je reste un fervent défenseur de l'outil, parce que réellement, pour en avoir testé pas mal d'autres, et avoir vu certains clients abandonner Windev en faveur de React et ce genre de choses, se cracher complètement. L'exemple type, qui est un exemple belge, mais qui vient de la France, Total Energy en Belgique. Ils ont développé leur outil en Windev il y a plus de 15 ans. Je pense d'ailleurs que Marcel Berman, notre ancien président, a travaillé pour eux. Ça fait 10 ans que tous les 6 mois, ils remontent un développeur Windev en disant on arrête Windev, c'est fini. On est en JavaScript. J'ai déjà été 2 fois chez eux, et tous les ans, ils redemandent des développeurs Windev parce que ça fait 10 ans qu'ils essaient de faire ce qu'ils ont voulu faire en 2 ans en Windev, et ça fait 10 ans qu'ils n'y parviennent pas. Donc je sais très bien la qualité de l'outil et la pluralité de l'outil. Voilà. C'est vrai que les frais d'entrée, c'est pas la meilleure idée. Ça fait grincer les dents. Mais, d'un autre côté, si je dois reprendre une licence, j'aurais tendance aussi à reprendre un CERF. La seule chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que si je mets à jour mes dongles et que j'ai les SAS à côté, pour les versions à venir, on va rester sur une compatibilité version 1, upgrade 1. Oui. Ça, c'est un petit peu ennuyant. Non, mais ça, je l'ai entendu et je le referai remonter, bien entendu. Et après, j'aurais peut-être probablement plus tendance à garder mes dongles pour du Windev, parce que ça, ce sont des applicatifs, je veux dire, qu'on fait durer dans le temps et où on n'est pas tributaire J+1 des nouveautés, et je passerai plus sur du SaaS pour du Windev mobile. Moi, déjà, Voilà. Là, vous avez répondu de manière globale. Merci, Bertin. Je voudrais juste revenir sur Je sais que vous tous, si vous avez choisi nos produits, surtout en étant indépendant, c'est que vous croyez en nos solutions. J'ai pas dit que... Je sais très bien que nos solutions ne sont pas parfaites, comme les autres solutions du marché ne sont jamais parfaites. La perfection n'existe pas dans mon informatique, vous le savez. Mais on essaie d'écouter, d'avancer. Il y a des trucs agaçants, mais il y a tellement de choses qui vous permettent de gagner du temps et qui permettent de répondre aux attentes des clients que c'est quand même ce qui fait aujourd'hui le succès de nos produits. Vous voyez, vous avez parlé de la version 7 que vous utilisiez, vous êtes aujourd'hui, vous avez avancé, vous avez vu un petit peu toutes les avancées qu'il y avait dans nos produits, et on fera jamais l'unanimité sur nos produits, mais quand je vois aujourd'hui les difficultés qu'il y a pour développer en React, en Studio, en Python, en Node.js, etc., je dis pas qu'on est toujours merveilleux, mais il y a quand même des fois où, quand je vois comment le temps qu'il faut pour faire des choses relativement simples pour vous aujourd'hui, avec d'autres technos, c'est hallucinant. Mais quand il y a une nouvelle DSI, parfois, qui arrive dans une société, il y a des gens qui disent c'est quoi Windev, c'est quoi WebDev, allez hop, on va tout redévelopper en Node.js. Ils apportent toujours, un DSI, des fois, il amène son savoir-faire et il pense que parce qu'il connaît pas Windev,
je vois qu'aujourd'hui, ben, il y a des fois où React a voulu être implanté dans une société, puis 10 ans plus tard, on revient à du WinDev parce que finalement rien n'avait abouti. Donc, bon, c'est l'histoire de l'informatique. Ce que vous pouvez voir, c'est que malgré tout, ben, les produits PCSoft évoluent plutôt bien et répondent quand même pas mal aux attentes, même si on n'est pas parfait. On essaie d'avancer, c'est un métier pas facile, vous le savez, mais au sein de PCSoft, vous savez, toute équipe commerciale, on a une fonction commerciale, c'est vrai, mais à l'origine, on est informaticien. Moi, je suis ingénieur informatique, j'ai mal tourné, je suis devenu commercial. Mais on est tous informaticiens de métier, donc c'est ce qui nous permet de discuter. Alors après, j'ai mes limites de compétences, hein, forcément, mais on peut discuter avec nos clients et ça, c'est quand même un point fort. Je reviens juste aux réseaux sociaux et je sais que Bertin, comme d'autres, vous défendez nos produits, enfin en tout cas pas aveuglément, mais vous remettez les choses quand vous pensez qu'il faut les remettre à leur place. Mais vous le savez, les réseaux sociaux, et même si LinkedIn est un réseau social plus professionnel et où il y a moins d'anonymat, il faut faire toujours attention. C'est votre outil, WinDev, WebDev, c'est votre outil. Donc, toute critique, il y a des gens qui vont s'engouffrer dans la critique et ça peut créer une polémique dont il est difficile de sortir. Et résultat, parfois, faites très attention parce que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que plus on dira du bien de nos produits, plus vous aurez du job. Et s'il y a des critiques qui sont lisibles par tous, ben, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont avoir une crainte, un frein. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire passer de la pommade à PCSoft, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il vaut mieux que, par exemple, que pour vous tous, hein, je dis ça, si vous avez un truc qui ne va vraiment pas, envoyez-moi un mail, appelez-moi. Je veux dire, on est là pour vous écouter. Alors, je ne dis pas que moi, Virgile, je ne vais pas résoudre vos problèmes, vos bugs, vous les corriger. Mais si je peux appuyer sur un truc, je vais essayer de le faire. Faites-le, ensemble, faites-le. C'est pas agréable pour moi quand j'entends parler d'un incident, mais c'est encore moins agréable quand je le lis sur un réseau social et que derrière, parfois, il y a des contre-vérités. Donc, je préfère largement que vous privilégiez autant que possible le lien direct qu'on peut avoir ensemble. Faites-le. Et surtout, faites attention parce qu'il y a des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est la moindre critique pour s'engouffrer là-dedans. Faites très attention à ça, vous le savez. Ça, que ce soit les réseaux sociaux ou pas les réseaux sociaux, je veux dire, c'est une réalité du monde réel, c'est certain. Après, en tout cas pour ma part, quand je suis critique, je mets toujours les poids des deux côtés dans la balance. En tout cas, je m'efforce de le faire. Ça m'a permis à plusieurs reprises en clientèle, justement, de pouvoir faire valoriser mon avis comme étant justement un avis critique et que donc, quand j'arrive chez un client et je dis pour cette partie de votre besoin, WinDev me semble l'outil le plus approprié, 9 fois sur 10, je suis suivi, contrairement parfois à d'autres collègues windeviens qui n'ont pas su défendre leur avis. Mais j'arrive aussi parfois en clientèle en disant pour ce besoin que vous me demandez, je serai vous, je ne prendrai pas WinDev, je prendrai autre chose. WebDev. WebDev, pour moi, malheureusement, c'est la roue la plus faible de la solution à l'heure actuelle. C'est celle qui a le moins bien évolué. Donc, à l'heure actuelle, je passe plus par une API et je laisse au client le soin de faire son interface humain-web lui-même en interrogeant des API qu'en essayant de passer par WebDev. Voilà. Mais ça, c'est un choix qui m'appartient. Ce qui ne m'empêche pas de dire que WebDev est très bien pour du B2B, mais je ne l'emploie pas pour du B2C. Ouais. En fait, je vais faire une petite parenthèse sur WebDev et juste, j'entends ce que vous dites.
Bon, en B2C, ça peut le faire aussi. Dire que c'est le maillon faible, je l'entends de temps en temps. On a essayé au départ, en WebDev, déjà de faire en sorte que les développeurs Windev puissent faire du web sans avoir cette technologie du web à connaître. Et ça, c'était un atout. Malheureusement, en faisant ça, en voulant le rendre compatible, le plus compatible possible avec Windev, ça a freiné son évolution. Les capacités d'évolution. Donc, ça, on le sait, mais enlever cette compatibilité, c'est un peu compliqué parce que le développeur Windev peut passer à WebDev, même si la mise en place d'une page est plus compliquée que la mise en place d'une fenêtre, bien entendu, mais ça, c'est déjà propre au web. Faire une page web, c'est toujours plus compliqué qu'une fenêtre parce que on est lié à des contraintes liées au navigateur notamment. Bon. Ceci dit, WebDev a quand même pas mal évolué, je ne vais pas faire tout l'historique, et les évolutions qui vont venir, je vais faire un petit coup d'annonce, qui vont venir en version 2025, sur l'édition de page, sont quand même assez sympas. J'espère que... Mais voilà, vous allez voir, il y a des trucs sympas. La difficulté que l'on a parfois, et que vous rencontrez peut-être autour de vous, c'est que trouver des développeurs web qui connaissent pas Windev et qui veulent utiliser WebDev, c'est plus compliqué parce que le développeur web qui n'a pas l'expérience de Windev a l'habitude d'utiliser des outils puis il peut être complètement dérouté avec WebDev. Et s'il passe le cap de se dire voilà ce que WebDev peut me proposer, vous le savez, même s'il y a des difficultés parfois pour la mise en place des pages, WebDev a de sacrés atouts. Et là où je vous donne raison, il est peut-être plus approprié dans le B2B que dans le B2C. Donc, dans le B2B, pour moi, je considère que créer des applications exécutées depuis un navigateur avec WebDev, quand on le maîtrise bien, il est assez imbattable. Pour te rassurer, le WebDev, je vais l'utiliser journalièrement jusqu'à la version 24. Quand je dis journalièrement, c'est parfois jusqu'à des 8 heures par jour. J'étais même plus WebDev que WebDev. Et depuis la version 2024, mon fils qui est issu de l'école 42, oui. En Belgique, est en train de se mettre au WebDev en ayant une formation initiale PHP JavaScript. Et lui qui était contre depuis 5 ans tout ce qui était PCSoft, commence à s'y intéresser fortement et a trouvé ça de plus en plus intéressant. Donc, on reste dans un intérêt réel de l'outil. Après, voilà, quand je dis à mes clients, pour ça, passez par un API et faites appel à une société web pour développer, c'est aussi bien souvent à cause d'impératifs financiers du client qui, comme beaucoup de clients par rapport au web, s'imaginent qu'une page web c'est 1 €. Donc, c'est ça. on développe des API et puis on dit, mais voilà, faites développer. Mais là où tu as raison, Bertin, c'est que dans le B2C, si c'est pour faire un site marchand, il y a plein de produits sur le marché où tu vas créer un site marchand en quelques minutes ou quelques heures. Le redévelopper en WebDev, ça sert à rien, quoi. Il y a plein de produits qui existent, quoi. Où il suffit de paramétrer, sans être développeur, on arrive à faire des trucs. Donc, c'est vrai que dans le domaine du B2C, il vaut mieux prendre des fois un produit sur le marché que de tout redévelopper. Mais après, quand le B2C devient un peu plus complexe, et quand c'est une plus grosse structure, c'est autre chose. Mais pour un commerçant, développer un site de commerce avec WebDev, c'est pas rentable. Et la société et le client ne comprendra pas qu'il faut dépenser plusieurs milliers d'euros pour ça. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres points que vous souhaitiez encore évoquer. Ouais, moi j'ai une petite question. Oui. Je vais activer mon son, attendez. J'entends, Baptiste, j'entends. Alors, le contexte. Moi, je suis le plus jeune développeur de BDev, j'ai 34 ans, je suis du nord de la France.
3 ans maintenant. Je fais à peu près entre 150 et 200 000 euros de chiffre tout seul à l'année. D'accord? Le problème, c'est que j'aimerais bien me développer, prendre des stagiaires, des alternants, peut-être les embaucher au terme du contrat. C'est impossible de trouver un jeune intéressé par les technologies PCSoft. C'est littéralement impossible. Je mets une offre payante sur LinkedIn, je n'ai que des gens du Maghreb avec des licences piratées Windows 24 qui sont intéressés pour pouvoir avoir des papiers et venir travailler en France. Alors. Mais avoir un jeune étudiant sorti de bac ou même un jeune en échec scolaire qui est en lycée professionnel qui fait des études un peu plus réseau et qui veut développer, je n'en trouve pas. Alors, moi, ma question est la suivante. Ouais. Quelle est votre stratégie pour faire connaître WinDev, les PCSoft, à la jeunesse? Est-ce que vous tapez plutôt du secteur étudiant-ingénieur, étudiant sorti de bac, étudiant lycée professionnel? Parce qu'on est sur un réel problème. Ici, tous chez BDev, on est tous autodidactes sur WinDev. On a téléchargé la version express ou les états, on a commencé comme ça. Mais on ne nous a jamais mis l'outil dans les mains pour travailler. Donc ma question c'est comment vous faites, comment vous allez faire si en début de réunion vous dites ouais avec les écoles machin. Moi je n'ai jamais entendu parler de PCSoft dans les écoles informatiques, je parle, hein, attention, hein. Donc les écoles informatiques c'est plutôt des écoles où ils vont taper du langage worldwide, comme on a évoqué du JS, du React, tout ça, ce qui est tout à fait légitime. Comment faire pour nous petits indépendants qui je veux faire travailler quelqu'un, je ne peux pas le faire travailler parce que je ne trouve pas la compétence. Alors, trouver des compétences, c'est toujours le plus compliqué, que ce soit des étudiants ou pas. Je reviens sur le sujet. Autant en Belgique qu'en France, dans le monde professionnel, on est quand même extrêmement bien implanté. En France, par exemple, c'est la solution la plus utilisée dans le monde professionnel. Il y a plus de 180 000 développeurs qui travaillent avec nos produits en France, ce qui est considérable quand même. Malgré tout, on a un déficit qui est pas nouveau. Les développeurs sont vieillissants. Quand on regarde les offres sur LinkedIn, suite en départ en retraite de notre responsable informatique, nous cherchons un développeur PCSoft. C'est que du cinquantenaire et plus qui sont développeurs. Faut pas se cacher. Alors, il y a pas. Non, mais principalement. Non, mais nos utilisateurs sont variables. Mais là, je vais juste vous rejoindre, Baptiste. Donc, il y a une grosse communauté, que ce soit en Belgique ou que ce soit en France et dans d'autres pays. Mais voilà, on va parler de France et Belgique essentiellement qui utilisent nos produits. On a un déficit au niveau des formations. La raison, elle est multiple. Allez, je vais prendre quelques minutes. La première, c'est que face à nous, on a eu Microsoft pendant des années, et on l'a toujours, hein, qui avait compris très tôt ce qu'il fallait faire au niveau des écoles. Avant Microsoft, il y avait Borland, hein, mais là, vous, Baptiste, vous n'y étiez presque pas né. Mais vous voyez tout ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, Borland, avec le Turbo Pascal, et puis après avec Delphi, ils sont vraiment bien implantés dans les écoles. Et Microsoft a fait ce truc-là d'évangélisme. Ils ont des moyens considérables que nous n'avons pas. Ils ont des communautés, et pas forcément des employés de Microsoft, mais ils arrivent à déployer énormément de ressources. Et nous, alors qu'on proposait des conditions incroyables au niveau des écoles, mais pour autant, les écoles disaient, ben non, on va prendre du Microsoft. On va prendre d'ingénieurs peut-être. Non, partout. En fait, même dans les... Alors, je vais parler de tout ce qui est BTS en France, hein, IUT et évidemment école d'ingénieur. C'est trois formations, on va dire. Non pas que je ne crois pas aux sorties de lycée, mais il faut quand même, pour apprécier WinDev, il faut quand même au départ avoir un peu, peut-être, en avoir un peu bavé avec d'autres technos pour comprendre l'intérêt. Mais malgré tout, alors qu'on proposait des conditions incroyables dans ces écoles, on nous disait toujours, ben non, c'est plutôt Microsoft, etc. Et puis il y a eu toute la période du libre aussi qui nous a fait du mal, hein, où les gens voulaient des outils gratuits, du libre, sous Linux, etc. Bon, donc ça n'a pas été facile. C'est
pour ça que je dis, là j'ai fait une annonce tout à l'heure, et depuis plus d'un an, où on y va un petit peu sur chacun des écoles et on propose de l'abonnement, ça a permis déjà d'enlever un frein, une épine que certains avaient dans le pied. Donc je trouve que c'est pas mal. Maintenant, on a un retard là-dedans. Pour trouver des jeunes, alors, dans le Nord déjà, Baptiste, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors mon mail, ce sera plutôt, parce que tout à l'heure j'en ai donné un à Stéphane, mais mon mail, ce sera plutôt virgile.saramito@pcsoft.fr. Vous m'envoyez un mail et vous me dites, voilà, je cherche des jeunes dans la région, dans telle région, parce qu'on a une liste d'écoles qui travaillent avec nos produits. Et on pourra vous orienter, déjà. Ok? Donc ça peut être un point. Pour la Belgique, je ne sais pas si on a une grosse liste d'écoles, mais voilà, déjà on pourra vous aider. Pour vous, Baptiste, on va essayer de vous aider. Mais là où je vous donne raison, c'est que trouver des jeunes de 20 à 35, c'est plus compliqué. D'accord? Oui, je vous ai mis dans la catégorie des jeunes, hein, Baptiste. Merci. Non, mais c'est plus compliqué. Ceci dit, quand vous dites qu'il y a un vieillissement de la population qui utilise Windev, c'est pas tout à fait vrai. Il y a surtout une grande fidélité de nos utilisateurs, ce qui fait que moi, vous savez, ça fait plus de 30 ans que j'y suis. J'ai vu, il y a des personnes que j'ai connues il y a 30 ans et qui, effectivement, je les ai accompagnés dans leur carrière, quelque part, et puis maintenant, sont partis à la retraite. Comme tous les départs à la retraite, il y a des départs à la retraite qui sont remplacés, puis parfois, il y en a qui ne le sont pas, et ça pose quelques difficultés. Ça dépend si ça a été bien anticipé. Mais malgré tout, on le voit, nous, par rapport aux formations, parce qu'on organise des formations dans nos locaux à Paris, notamment, puis en distanciel aussi, on a quand même pas mal de jeunes qu'on forme. Et les jeunes, s'ils ont le moindre background, sensibilité technique, se mettre à Windev, quand même, ils n'ont pas de mal. Et je pense que vous avez pu le constater. Ouais, mais c'est pas la question de... Le problème, c'est qu'ils ont un frein, c'est qu'ils se disent, mais pourquoi je ferais du Windev, alors que dans mes études, par exemple, je fais du React, je fais du Java, etc. Et donc, ça, on l'a toujours connu, ce problème. Mais ça, moi, je vais vous dire, moi, je fréquente un peu le milieu du développeur, et quand je dis que je développe au Windev, les mecs, ils me prennent pour un nul, ils me prennent pour un mec qui est auto-entrepreneur, qui gagne à peine un SMIC par mois, et c'est très compliqué parce que on est complètement dévalorisé. Et la remarque que vous avez dit tout à l'heure sur LinkedIn, sur les commentaires qu'on peut poster nous-mêmes développeurs sur les produits PCSoft, c'est vrai qu'on se tire une balle dans le pied. Ça, c'est vrai. Mais vous, personnellement, à mon avis, vous vous tirez une balle dans le pied aussi avec votre communication avec les gonzesses à poil. Il a fallu attendre. C'est de la folie. Il a fallu attendre midi 10 pour vous en parler quand même. Non, mais c'est de la folie. On ne peut pas vendre un produit quand le marketing de PCSoft est année 2000. Alors, Baptiste, merci d'aborder le sujet. Bon. Il y a plein de choses que vous dites que j'entends, évidemment. Ok. Je reviens sur les étudiants, où des fois la remarque qu'on vous fait, Windev, c'est pour les nuls. Oui, d'accord. Ok. Il y a 30 ans, j'entends exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que quand je faisais des présentations, moi je me souviens il y a 30 ans, et c'était à l'époque avec des produits en Belgique, c'était à l'Atomium, je faisais des présentations et les gens, les développeurs qui étaient à l'époque en C ou Java n'existait pas, mais à l'époque Turbo Pascal ou autre, ils me disaient c'est la mort du développeur. C'est parce que pour eux, un développeur qui a appris une techno Java, React, Node.js et compagnie, Angular, il a le sentiment d'avoir une technicité, et il a le sentiment que quand il utilise Windev, il a perdu cette technicité. Et moi, c'est vrai qu'il faut arriver à convaincre là-dessus. Je leur dis toujours, mais attendez, si vous êtes balèze au niveau informatique, en utilisant Windev, vous êtes encore plus balèze. Parce qu'effectivement, dans les utilisateurs de Windev, et là, ça nous dessert, je vous donne raison, il y a un truc qui nous dessert, c'est qu'il y a des utilisateurs de Windev qui ne sont pas, je ne les juge pas, hein, mais qui véhiculent du coup pas la meilleure des images de notre produit. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Si avec Windev, je fais du RAD, et que je ne développe pas et que je fais le truc basique, entre
échantillon d'utilisateurs, mais que je ne juge pas, parce que ces personnes-là n'auraient pas pu faire quoi que ce soit avec une techno complexe alors qu'elles y sont arrivées avec WinDev. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, je reviens à la com. La com. Vous dites c'est une com des années 2000, et vous avez 34 ans. Mais non, mais ce que je veux dire, je l'entends, votre discours. Je vais vous faire juste une remarque. Pour vous, c'est pas évident. Pour vous qui essayez de vendre, d'être les ambassadeurs de notre produit. Bon, malgré tout, vous avez pu voir qu'elle a quand même évolué, c'est-à-dire qu'on ne communique pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 20 ans, vous n'avez pas connu, mais il y a des personnes qui peuvent en témoigner. C'était beaucoup plus, allez, je vais utiliser le terme racoleur, d'accord? Ouais, d'accord. Malgré tout, je comprends votre perception. J'ai des enfants qui sont relativement grands et qui se demandent des fois pourquoi on communique de telle ou telle manière. Mais on enlève les demoiselles qui vous regardent dans nos pubs, dans nos brochures. Curieusement, ça fait baisser l'impact. Il y a des gens comme vous qui vont dire, attention, Baptiste, je termine. Il y a des gens comme vous qui vont dire, ben, enfin, c'est bien, j'ai une communication plus sobre. Ouais. Puis il y a des gens, malheureusement plus nombreux, qui vont dire, oh, il y avait une identité de PCSoft, au moins avant c'était sympa ce qu'on avait. C'est pas l'histoire des nanas, de dire simplement il y a des nanas à tout bout de champ. C'est on veut humaniser, rendre un peu plus sympathique la communication. Mais je comprends que vous, ce qui vous intéresse, c'est la technique et ces images-là ne vous intéressent pas. Et parce que vous êtes d'une génération que je comprends, je la vois autour de moi, dans la famille, je la vois aussi auprès des clients, qui est différente. Donc vous n'êtes pas sensible aux mêmes choses. Ok. Autre question concernant la communication. On voit maintenant, super, hein, vous faites des pubs à la télé avant les matchs de foot et tout ça. C'est qui la cible? C'est le client final ou c'est le futur développeur? C'est très large. Vous, Baptiste, ou Thierry, ou là je vois François. Tiens, François, bonjour François, je vois qu'il est connecté. Quand vous voyez une pub comme ça, on va peut-être vous en parler autour de vous. Et ça permet de dire quoi? Ça peut développer un sentiment de fierté d'utiliser un produit comme PCSoft qui passe à la télé. Bien sûr. Et de se dire, eh ben là, ils ont les moyens de passer de la pub. S'ils ont les moyens de passer de la pub, c'est qu'ils se portent bien. Oui. Voilà. Parce que qui sait, quand on vous parle de certaines technologies, est-ce qu'on voit des pubs à la télé? Non, on n'en voit pas. Donc, l'idée, c'est de faire connaître au plus grand nombre. Et dedans, ben, on peut toucher un DSI, un DG, qui va se dire à un moment donné, tiens, il y a Windev. Et puis comme ça revient 3 fois avant le match, achète des pubs sur BFM tous les matins. Mais on l'a fait sur BFM. Ça coûtera moins cher. Oh, elle n'est pas donnée, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, quand vous touchez un public aussi large que sur TF1, par exemple, ben forcément, vous ne pouvez pas toucher tout le monde, et puis il n'y a pas que des informaticiens devant la télé. Mais ça donne une image, parce que là, vous avez vu, hein, la communication sur TF1, c'est très sobre. Oui, c'est bien ça. C'est du martelage, c'est marteler un nom, Windev. Oui. Voilà. Donc l'objectif, c'est faire connaître au plus grand monde et que vous puissiez vous en servir. Sinon, j'avais juste, ah zut, je ne l'ai pas amené avec moi. Pour vous, tous les ambassadeurs que vous êtes de nos produits, il y a 2 choses que vous devez utiliser autour de vous pour faire taire les sceptiques. 1, les orienter vers les vidéos de témoignages, comme on a pu faire avec Toyota, comme on a pu faire avec Tétinger, comme on l'a fait avec Intersport, avec Système U. Parce que ça, c'est dire, vous imaginez Système U, 25 000 personnes tous les jours utilisent une CRM, une gestion des achats qui est développée en Windev. C'est pas rien. Toyota, le PDG France, qui dit, voilà, toutes les applicatifs sont développées avec Windev. C'est pas rien. Ça, il faut que vous l'utilisiez autour de vous, parce qu'à un moment donné, quand il y a un sceptique qui dit, vous croyez que Toyota, il a choisi les produits PCSoft par hasard? Vous croyez que c'est vraiment un produit pour les nuls si Toyota l'a choisi? Et si le PDG de Toyota parle au nom de Toyota? Ouais, mais alors, ok. Là, moi, ça fait 2 ans que je suis chez un client, Happy Restauration, qui a mis 1 milliard de chiffres, 10 000 salariés. Je travaille
sur un outil de gestion en interne, une application. Ils souhaitent changer de techno. On est 10 développeurs WinDev sur le projet. Ils souhaitent changer de techno parce que ils ne trouvent pas de développeurs WinDev. Donc ils prennent des externes. Moi, je suis indépendant, je leur coûte 15 000 € par mois parce que ils trouvent pas de mecs, de jeunes, pas chers. Tant mieux pour moi, attention. Ouais, mais ils voudraient sortir de la techno, ils peuvent pas parce que ça coûterait trop cher à sortir de redévelopper un outil. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que on arrive sur un problème où on ne trouve pas de jeunes développeurs WinDev. Alors, premier conseil, quand on vous dit ça, cherchez pas un développeur WinDev. Cherchez un développeur C++, par exemple, ou Java. Mais il voudra jamais, il gagnera plus à faire du C++ ou du Java que du WinDev. Non, pas forcément, mais il cherche un développeur. Il faut il peut, parce que un bon développeur, vous le savez, un bon développeur, qui connaît le développement de gestion, parce que ça c'est un gros problème. D'ailleurs, on pourra en reparler juste après. Il vaut mieux chercher un développeur C++ qui connaît la gestion qu'un développeur WinDev, parce que développeur WinDev, il y a de tout. Il y aura un écrémage à faire. Un développeur C++, s'il accepte de changer de techno. Mais il faut connaître le langage SQL. On est sur un niveau d'applicatif où on travaille en objet. Il faut un mec qui a 2 ans d'expérience. Mais 2 ans d'expérience en WinDev, tu les as dans une alternance. Mais personne ne fait une alternance en WinDev. Bah non, c'est tout. On va pas se débattre 2 ans, mais un développeur C++, il connaît l'objet. Donc, connaître l'objet en WinDev, c'est pas de problème. En fait, les bons développeurs, moi je les vois en formation. Il ne formation. faudra pas travailler en WinDev. S'il est bien payé, il voudra. Hein. Ah oui, mais d'accord, mais il sera bien payé dans son langage qui a appris à l'école, il sera payé. Ouais, mais travailler pour un pays restauration, une boîte qui fait 1 milliard, il sera content d'avoir ce poste-ci. Ouais, j'entends, mais sur le fond, j'ai raison. Et c'est là où je vous mets en alerte. Il faut vraiment attaquer les écoles. Et quitte à attaquer les écoles qui sont un peu plus pro, en bac pro, je sais rien, moi, un truc un peu plus technique. La plupart sont des développeurs individuels, ça leur met nous-mêmes. Les écoles d'ingénieurs, c'est mort, parce qu'ils veulent devenir développeurs, ils veulent monter la start-up et ils veulent devenir une licorne. En fait, oui, je suis d'accord, mais il y a un souci, Baptiste, et que vous avez pu voir autour de vous, c'est qu'effectivement, sur les formations, là, moi, je le déplore, hein, vraiment. Les formations, ils enseignent, par exemple, du C, du Python, du Node.js, etc. Et ils ne sont pas formés au développement d'applications de gestion. Aujourd'hui, c'est là qu'il y a et c'est pas lié à WinDev, hein. Là, c'est de manière générale. Ces gens-là ne savent plus développer une application de gestion. Souvent. Et ça, c'est un gros problème, pour moi. Donc ça, c'est indépendant de WinDev. Bien sûr, je vous donne raison, Baptiste. Il faut aller plus au niveau des écoles. On va le faire, et quand je dis on va le faire, parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir l'abonnement, ça nous a ouvert des portes et on n'a plus cette clé qui est archaïque aux yeux des écoles. Donc voilà, ça nous ouvre des portes. On va voir. Bien sûr. Ok, merci. Bon, c'était juste un échange, tant pis. Je laisse la main à celui qui veut reprendre la parole. Oui, Baptiste, revenez à moi quand vous souhaitez, en échange hors. Ouais. Ok. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de points où on peut se rejoindre, mais même si tous les freins que vous avez, je les reconnais. Enfin, je ne nie rien. Merci. Ouais, je coupe le micro, je laisse la main à quelqu'un d'autre. Ok. Oui, je peux me permettre pour rebondir sur le point de Baptiste. Moi, j'ai eu pendant des années des jeunes d'école, soit en BTS, soit en ingénieur, en alternance, qui n'avaient pas de formation WinDev dans leur enseignement et qui se mettaient à WinDev en 15 jours, 3 semaines, voire un mois, et qui pendant 1 an ou 2 travaillaient sous WinDev chez moi, et on était très contents. Et d'ailleurs, pour la plupart, trouvaient après des postes sous WinDev grâce au fait qu'ils avaient appris WinDev chez moi. Mais tu es indépendant ou tu es directeur d'une grosse boîte? Non, j'étais une TPE, on a été jusqu'à 9 personnes à l'époque. C'est une petite structure. Il y a pas mal de personnes. Moi, étant tout seul, je reçois le candidat en visio ou chez moi. Le mec, il préfère travailler dans une petite ESN, c'est normal. C'est plus sécurisant pour lui. Dans le cas d'un alternant, de toute façon,
Philippe François, qui vient d'intervenir, me l'avait proposé il y a quelques années, tu t'en souviens. Si vous avez un contact avec une école, vous me faites signe, et moi, quand j'ai un contact avec un directeur des études, responsable pédagogique, moi je me déplace et je vais faire un petit, au moins donner l'information, communiquer. Moi je me régale quand je suis avec des étudiants pour leur dire, je vois les grands yeux ouverts en disant, purée, est-ce que je suis en train de faire... Quand je montre du WinDev mobile par exemple, parce que les étudiants sont plus intéressés aujourd'hui par du web et de la mobilité que par du WinDev, ça aussi. Mais quand je leur montre du WinDev mobile et du web, et qu'en aussi peu de temps, ils sont souvent sidérés. Donc, moi, je veux bien, donnez-moi des contacts, j'y vais, parce qu'il faut le montrer, ce produit. Il faut le montrer. Ok. Moi, je vois que l'heure tourne. L'apéro des questions, c'est l'heure de l'apéro bientôt. En tout cas, c'était un échange très enrichissant, Virgile. Je te remercie encore d'être intervenu ce matin. Je pense que tout le monde a apprécié. On a posé des questions, on a des réponses, je pense. Tout le monde a eu des réponses à ces questions. C'était à refaire à l'occasion, Virgile. Tout le monde a apprécié. Oui, non, mais là, le sujet méritait, parce qu'il y a plein de, comme vous dites, il y a des idées qu'on véhicule, des doutes, peut-être qu'on, à juste titre, hein, en plus. Donc, moi, je vous remercie, et que ce soit sur SAS, où j'ai bien noté, c'est pas nouveau, donc si on peut faciliter la vie, on en discutera en privé, je pense que c'est mieux, que ce soit avec Baptiste ou avec toute autre personne, sur les difficultés de recrutement, de recherche de stagiaires, voilà, je pourrais vous donner quelques pistes. Très bien, tout le monde a noté, virgile.ferramito@pcsoft.fr. Exact. Et il répondra avec grand plaisir à nos demandes. Avec grand plaisir, ouais. Donc, faut vraiment pas hésiter, quoi. Voilà. Un grand merci. Un grand merci à toi. Merci à tous. Et puis, bonne suite de votre week-end. Merci beaucoup. Et bon week-end à Paris. Et bon développement. Et puis, voilà. N'hésitez pas à revenir à moi. Et s'il y a la moindre question sur virg.ferramito@pcsoft, vous m'appelez. Moi, je suis toujours disponible. Vous n'hésitez pas. Parce que des fois, un échange téléphonique ou alors notre réunion Teams, n'hésitez pas à ça. Toujours avec plaisir. Nickel, merci beaucoup. Salut, à bientôt, merci. ciao. Merci. Merci à tous. Au revoir. Vous m'entendez? Oui.